Eh bien, bonsoir. Merci d'être présent, merci au public nombreux, comme d'habitude. Je vais commencer cet avant-dernier conseil avant les vacances. Le prochain, c'est le 25 juin, si vous pouvez le noter tout de suite. D'abord, quelques petites informations concernant l'épicerie. Donc, on a la réception des travaux le 28 mai, mais au vu du nombre de réserves, je ne suis pas sûr que ce sera ouvert tout de suite. Donc, peut-être mi-juin, peut-être début juillet. Donc, le bail de l'épicerie est prolongé jusqu'au 30 septembre. Ça nous laisse un peu de marge pour que tout cela soit bien terminé. Donc je voudrais juste faire taire cette rumeur comme quoi l'épicerie n'ouvrira pas. Donc il y aura, l'épicerie sera ouverte, comme prévu. Concernant les estivales, le 13 et le 14, donc tout est en route. Donc on vous espère nombreux, vous les élus, donc pour être présent et puis aussi pour participer sur les 2 journées. Pour le 13 juillet, le feu d'artifice, il est en cours, il est choisi, mais on n'a pas encore pris la décision d'envoyer au mieux disant. Donc, mais il y aura un beau feu d'artifice, précédé d'un petit texte lu par 2 enfants. Le 14 juillet, donc, il y aura la cérémonie, donc suivi d'un bal, pas d'un bal, donc d'un une garden party. Voilà, une garden party, c'est un gros mot, mais on espère le beau temps, puis on espère de le faire à l'arrière de la mairie. Je pense que le quorum est là. J'ai 2 procurations. La première, c'est Aurélien Anzac qui donne procuration à Oriane Sarpezan. Et l'Upigraphe qui donne procuration à Jean-Luc Monsuy. Et Thibaut Castler est absent, excusez, donc il n'a pas eu le temps d'envoyer la procuration. Il est en période, je pense, d'examen. Donc on va démarrer le conseil. Donc avant de démarrer, je dois désigner un ou une secrétaire, la plus jeune ou le plus jeune du groupe. Thibaut n'est pas là, donc il vient Pauline, est-ce que tu acceptes le poste? Okay. Donc le premier point, c'est l'approbation du procès verbal de la réunion du conseil municipal du 10 avril 2026. Vous l'avez tous reçu, donc est-ce que vous avez peut-être des modifications, des rajouts, peut-être qu'on a oublié quelque chose? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre? Une abstention? Je vous remercie. Au point 2, relever les décisions du maire. Donc, c'est une décision, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette décision-là. Ok. C'est un bon acte. Le point 3, c'est le règlement intérieur du conseil municipal. À l'issue du renouvellement des conseils municipaux, il convient d'adopter un nouveau règlement intérieur. Donc, je vous passe les visas. Vous avez tous reçu ce règlement intérieur. Donc, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le règlement intérieur du conseil municipal de la commune et d'autoriser le maire
à signer le règlement intérieur ainsi que tout document relatif à la présente délibération. J'ai reçu quelques demandes de modification, d'éclaircissement. Je peux commencer par M. Fischer. Donc, je les lis ou vous les lisez. Oui. Donc. Et je vous remercie déjà de nous aider aussi à compléter un peu ce règlement intérieur. Donc, concernant ce point, la question 1, c'est concernant l'article 4, accès au projet de contrat et de marché, le délai de consultation et les modalités d'accès aux documents paraissent restrictifs. Il pourrait être envisagé dans un délai de 5 jours francs, ainsi qu'une mise à disposition dématérialisée des documents en complément de la consultation. Voilà, c'était la question, j'espère que vous avez compris, j'ai un peu bafouillé. Donc la réponse, c'est concernant le délai. Donc la convocation du conseil municipal est envoyée 3 jours francs avant la séance. Les conseillers prennent donc connaissance de l'ordre du jour à ce moment-là. Si un projet de contrat et de marché est soumis au conseil, les conseillers en prennent connaissance au même moment, sauf à ce qu'une CAO ou un groupe de travail ait été amené à travailler sur ce sujet au préalable. Par conséquent, le délai de 2 jours francs permet à chaque conseiller de pouvoir consulter des projets de contrat dès le lendemain de l'envoi de la convocation. Cela permet au service d'imprimer et de rassembler tous les documents consultables si un conseiller en fait la demande. En revanche, s'il s'agit d'un contrat en matière de service public, une délégation de service public par exemple, le CGCT prévoit que les documents soient transmis 15 jours au moins avant la délibération. Concernant la dématérialisation de ces projets de contrat, le CGCT prévoit explicitement une consultation en mairie par tout conseiller municipal qui le demande. Dans la mesure où il s'agit d'un projet de contrat, c'est un document préparatoire en cours d'élaboration qui peut contenir des informations confidentielles ou protégées par le secret des affaires. Il est donc préférable de le mettre à disposition pour consultation des élus qui le demandent sans les envoyer. Une fois que le contrat est signé, il pourra être communicable à toute personne qui en fait la demande après occultation des mentions confidentielles ou protégées. Est-ce que la réponse... Donc, ce qui veut dire que la mise à disposition dématérialisée, c'est par souci de confidentialité, c'est non, et on reste en dehors des 2 jours francs, suivant le code du... Oui, ça c'est un peu réglant. Maintenant, quand il s'agit de crack, enfin, des documents un peu plus épais, on va les envoyer beaucoup plus tôt. Donc voilà. Les 2 jours me paraissaient à tout coup pour se retrouver et pouvoir prendre connaissance du document. C'est pour ça que j'avais donné, je n'ai pas présenté la période à 5 jours. La difficulté qu'on peut avoir sur les marchés, c'est que parfois les commissions d'appel d'offres peuvent se réunir la veille ou 2 jours avant l'envoi de la convocation au conseil. La convocation au conseil, elle est envoyée 3 jours francs avant, ça c'est un délai légal minimum, ça peut toujours être envoyé au préalable si tout est prêt. Mais c'est vrai que du coup, si un marché passe en conseil, il est inscrit à l'ordre du jour, vous en prenez connaissance. Et les 2 jours francs, ça vous permet dès le lendemain de l'envoi de la convocation, dès le jour même, de solliciter, j'aimerais consulter les pièces du marché, et on vous les met à disposition dès le lendemain. Alors la question 2, concernant l'article 8 et 9, sur les groupes de travail. Donc la question était, ou la remarque, c'était le caractère consultatif des groupes de travail est clairement indiqué, mais les effets de la présence ou de l'absence des membres ne sont pas précisés. Afin d'éviter toute ambiguïté, il pourrait être utile de prévoir
que les comptes rendus mentionnent les membres présents et absents. L'absence d'un membre ne vaut ni approbation ni opposition à l'avis émis. Donc je pense qu'il y a quelque chose à retravailler. Donc moi je vous propose en fait, que les réunions des groupes de travail donneront lieu à l'édition d'une convocation et d'un compte rendu. Les comptes rendus mentionneront effectivement les membres présents, absents excusés ou absents. Il est possible de rajouter cette mention dans le règlement intérieur si le conseil municipal le souhaite. Est-ce que ça va comme réponse? Ok, la question 3 concerne l'article 18 sur les questions et amendements. Donc la rédaction actuelle peut prêter à confusion. Le règlement indique que le conseil municipal se prononce sur les amendements, tout en permettant que certains soient écartés en raison de leur dépôt hors délai. M. Fischer suggère qu'il pourrait être précisé que les amendements déposés hors délai ne sont pas automatiquement rejetés et peuvent être examinés selon l'appréciation du conseil municipal. La réponse, donc si cette possibilité est retenue, il convient dans ce cas de la cadrer. Par exemple, en ajoutant que les amendements hors délai pourront être acceptés par le conseil municipal s'il le décide à la majorité. Ça vous va aussi pour la modification? Merci. La dernière question donc, concerne l'article 26 sur le bulletin d'information générale. La question, c'était le refus de publication pour motif injurieux ou diffamatoire est naturellement légitime, mais il pourrait être utile de mieux l'encadrer. Une procédure prévoyant un refus écrit et motivé, la possibilité de reformulation et, en cas de maintien du refus, une confirmation écrite pouvant être portée à la connaissance du Conseil à la demande des auteurs. La demande des auteurs apporterait davantage de clarté et de sécurité. Donc la réponse, c'est la proposition, c'est le règlement intérieur prévoit que le maire, directeur de la publication, se réserve le droit, le cas échéant, lorsque le texte proposé par les membres d'une liste est susceptible de comporter des allégations, un caractère injurieux ou diffamatoire, d'en refuser la publication. Dans ce cas, les membres de la dite liste en seront immédiatement avisés. Il est possible d'ajouter et disposeront d'un délai de 48 heures pour apporter des modifications rectificatives. En l'absence de modification, ou si la modification comporte toujours des allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, le maire pourra en refuser la publication. Il informera le conseil municipal des motifs de son refus. Ça vous va aussi? Oui. Ok. Écoutez, M. Fischer, je vous remercie pour ces amendements. Donc, dont certains se figureront dans le prochain règlement intérieur, tel quel. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui. Là. Je vais revenir brièvement sur l'origine de notre règlement intérieur. Le 15 mai 2024, soit 4 ans après le début du mandat précédent, ce règlement a été adopté à la suite d'un recours que j'ai adressé à la sous-préfecture. Face aux difficultés constatées dans les conditions de débat, la préfecture a fait le choix de demander la mise en place d'un règlement intérieur, plus simple à vérifier et à faire respecter, plutôt que d'entrer dans une démarche contentieuse qui aurait pu conduire à l'annulation de certaines délibérations pour défaut de liberté d'expression. Autrement dit, ce règlement a été mis en place pour sécuriser juridiquement le fonctionnement de notre Conseil, dans un contexte déjà très dégradé.
À ce moment-là, je considérais, et je pense toujours, que les conditions de fonctionnement de notre Conseil ne respectaient pas pleinement les principes de liberté d'expression et de débat démocratique. La préfecture m'a, en ce sens, donné raison. Le texte a donc été rédigé, au minimum, pour répondre à cette exigence. Et cela s'est vu dans le vote. 6 abstentions. J'en faisais partie. Mais plusieurs de ces abstentions sont toujours encore présentes dans cette assemblée ce soir. Je constate simplement que la lecture qui en est faite semble, elle, avoir évolué. Car la version que vous nous proposez clairement ce soir va plus loin. Pour celles et ceux qui ont pris le temps de comparer les deux textes, il n'y a pas d'ambiguïté. Cette version est encore plus restrictive. Elle ne se contente pas de poser un cadre, elle organise davantage les contraintes. Je veux rappeler un point juridique simple aussi. L'article L 21-21-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit bien l'existence d'un règlement intérieur. Mais en Moselle, c'est le droit local qui s'applique, conformément aux principes selon lesquels une règle spéciale déroge à une règle générale, notamment à travers l'article L 25-41-15 du Code général des collectivités territoriales. D'ailleurs, une réponse ministérielle à la question écrite numéro 17224 du Sénat, publiée le 16 juillet 2020, est venue le rappeler clairement. Donc, à Cattenom, ce règlement intérieur n'est pas une obligation. Le choix qui est fait aujourd'hui est donc un choix politique assumé, celui de renforcer les contraintes et de restreindre davantage le fonctionnement démocratique de notre Assemblée. Je veux aussi rappeler une chose simple. À l'époque du docteur Chibi, il n'y avait pas de règlement intérieur. Et pourtant, le Conseil fonctionnait, la parole était libre et ouverte. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la parole qui est encadrée, c'est le fonctionnement même de notre Conseil. Et je le dis sans détour, j'avais rêvé pendant la campagne électorale d'une nouvelle mairie, mais pas d'une nouvelle royauté. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres commentaires? Donc, je vous propose de voter ce règlement intérieur moyennant les modifications évoquées. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 4. Un autre règlement, c'est le règlement budgétaire et financier. Je propose que Katia le dise. Bonsoir. Alors, le règlement budgétaire et financier définit les règles de gestion interne propres à la ville, dans le respect du Code général des collectivités territoriales et de l'instruction budgétaire et comptable applicable. Celui-ci a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l'organisation financière et la présentation des comptes locaux. Son adoption intervient, conformément à la réglementation, avant le vote de la première délibération budgétaire suite au renouvellement des conseils municipaux. Les collectivités sont libres de déterminer le contenu du règlement budgétaire et financier. Ce dernier doit toutefois répondre à minima à la prescription légale relative aux modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, ainsi qu'aux modalités d'information de l'Assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 5217-10-8, vu le projet de règlement budgétaire et financier annexé à la présente, dès lors, le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le règlement budgétaire et financier de la commune, autoriser M. le maire à signer le règlement budgétaire et financier ainsi que tout document relatif à la présente délibération. Le débat est ouvert. Si vous avez des remarques, des questions. Pas de questions.
Sur ce point, je vais être clair aussi. À la lecture de ce règlement budgétaire et financier, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'un devoir, d'une dissertation bien appliquée. Les notions sont là, les mécanismes sont décrits. Cela fait un bon cours d'introduction pour ceux qui l'ont lu et qui découvrent ces sujets. Mais justement, c'est bien là le problème. Si le législateur demande ce document, ce n'est pas pour vérifier que nous avons compris ou pour faire plaisir au préfet ou à la DGFiP. C'est pour nous en servir, pour structurer nos décisions, pour encadrer nos choix, pour donner un cap. Or, aujourd'hui, on a un document qui explique, mais qui reste largement vide de contenu. Pas de priorité, pas de règles, pas de trajectoire. Rien qui permette réellement de piloter. Et pourtant, il faut le dire, notre budget est celui d'une commune proche de plus de 10 000 habitants. Mais sans le cadre qui devrait aller avec, par exemple, sans débat d'orientation budgétaire obligatoire, parce qu'on est une petite commune, c'était précisément l'occasion de s'approprier cet outil. C'est-à-dire lui donner un sens, de fixer des règles internes, de poser une ligne. Ce n'est pas ce qui est fait. Prenons un exemple très concret. Nous avons encore dans le budget, pour ceux qui l'ont un peu regardé, un programme qui est intitulé Nouveau périscolaire. Voilà. Pour un bâtiment qui a maintenant bientôt plus de 15 ans. Cela dit quelque chose de très simple. On laisse vivre des dispositifs sans jamais les réinterroger. Et c'est exactement là que ce document devrait intervenir pour faire du tri, pour remettre à plat, pour décider. Aujourd'hui, on accumule, on ne pilote pas. Même la logique de pluriannualité, voilà, on peut engager, prolonger, empiler sans cadre de réexamen. Sans moment où l'on se pose la question du sens. Ce n'est pas du pilotage, c'est de l'inertie organisée. Alors sur le rôle du conseil municipal, c'est tout aussi clair. On nous présente les décisions, on nous demande de valider, sans cadre de débat, sans construction collective, sans trajectoire partagée. Et à force, on organise clairement les choses que le conseil municipal soit réduit à une caisse enregistreuse. Enfin, point central, aucune règle financière. On ne parle pas d'objectif d'épargne, pas de limite d'endettement, pas de trajectoire. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de boussole dans ce document. Alors oui, ce document est conforme, mais il est conforme au minimum. Et surtout, il passe à côté de l'essentiel. Transformer une obligation en un outil de pilotage. Parce qu'au fond, la question est simple. Qu'est-ce qu'on veut expliquer? Est-ce qu'on veut expliquer les règles ou s'en servir pour gouverner? Aujourd'hui, ce choix n'est pas fait. Et on passe à côté de la hauteur des enjeux. Voilà. D'autres interventions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 5. Donc, l'élection des administrateurs au sein du Centre communal d'action sociale, le CCAS. En date du 10 avril, on a fixé le nombre d'administrateurs à 5 membres nommés, 5 membres élus, le président du CCAS, le maire. Je vous passe les visas et les considérants. Le Conseil est invité à se positionner sur les modalités de vote, scrutin secret ou non, à élire les membres du CCAS. Il est précisé que si une seule liste de candidatures a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein du CCAS, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste, le cas échéant, qui en est donné lecture par le maire. Donc je vous propose de ne pas recourir au bulletin secret. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Merci. Donc à ce jour, j'ai reçu une liste composée comme suit. Philippe Moison, Pauline Galland, Didier Rimélager, Frédéric Totin, Élodie Graff. Y a-t-il d'autres listes? S'il n'y a pas d'autres listes,
alors les nominations prennent effet immédiatement. Donc je dois désigner 5 membres, donc je ne les ai pas. Donc, mais c'est pas grave. Donc, je vous propose aussi de nommer Madame Gilly comme membre honoraire du CCAS, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Il y a des questions? On va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Désignation de représentants au sein du Comité national d'action sociale, c'est le CNAS. Donc la commune est adhérente au CNAS, c'est un peu un CCAS au niveau national. Donc dès lors, le conseil municipal est invité à délibérer pour désigner comme délégué élu au comité du CNAS M. Philippe Moisan et de désigner aussi comme délégué du personnel au comité du CNAS Mme Loredana Donadeo. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette nomination? Est-ce que aussi quelqu'un s'oppose à... Est-ce que vous voulez qu'on vote à bulletin secret? Je vous remercie. On va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Point 7, fixation du nombre de représentants au sein du comité social territorial, c'est le CST. Donc, depuis les élections, on doit renouveler le collège des élus. Donc, il est composé de 3 à 5 représentants. Ça a été fixé à 4. Donc, les membres du personnel, ben, ça ne change pas, ce sont les élus. Donc, comme les élus sortants ne siègent plus. Donc, le conseil municipal est invité à fixer le nombre de représentants à 4, de décider de ne pas recueillir par le comité de CST l'avis séparé de représentants d'employeurs sur toutes les questions de l'instance, autoriser M. le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. C'est un... Donc, y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 8. Désignation au sein de la CCRLE. Donc, c'est la commission de contrôle de la régularité des listes électorales. Donc, voilà. Ne peuvent siéger au sein de la commission de contrôle le maire, les adjoints ayant reçu une délégation, les conseillers municipaux ayant reçu une délégation portant sur les inscriptions des listes sur les listes électorales. Donc, le maire demande alors aux conseillers municipaux s'il y a des volontaires pour siéger dans la commission. Ensuite, on établit une liste qu'on transmet au préfet. Donc, il faut 5 volontaires, dont 3 de la majorité et 2 de l'opposition, qui souhaitent intégrer cette commission. Frédéric, Didier, regarde-nous. Qui alors? Allez, Oriane. Et pour Jean-Luc. Donc on avait la proposition de Jean-Luc et Corinne dans la proposition, c'était ça. Donc, les commentaires, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point 9. Alors là, désignation au sein de la commission communale des impôts directs, qu'on appelle la CCID. Donc, elle intervient en matière de fiscalité,
directe locale uniquement en ce qui concerne les locaux d'habitation, tandis que les commissions intercommunales des impôts directs, la CIID, sont chargées des locaux professionnels. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. Leur nomination a lieu dans les 2 mois qui suivent le renouvellement général des conseillers municipaux. Il convient ainsi de proposer une liste de 16 membres titulaires et 16 membres. Il reviendra au directeur départemental des finances publiques de suivre ou non ces propositions. Donc le conseil municipal est invité à se positionner sur les modalités de vote, scrutin secret, et à proposer la liste suivante au directeur départemental des finances publiques. Donc vous avez la liste qui est là, donc on a pris tout le conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 10. Désignation au sein de la commission consultative communale de chasse. Donc la commune est chargée d'administrer la chasse sur les terres et espaces couverts d'eau dans la commune, au nom et pour le compte des propriétaires, en conformité avec les dispositions légales et le cahier des charges type établi par arrêté préfectoral. Donc on dispose de silos, c'est ça, silos de chasse, donc avec des baux qui vont jusqu'à 9 ans. Et il y en a 5 pour renouvelle, je pense. Oui, donc ça va jusqu'en 2033. Mais bon, on peut en renouveler s'il y a quelqu'un qui part. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur les modalités de vote, bulletin secret ou non, et à délibérer pour décider de constituer la commission consultative communale de chasse, de désigner comme membre de la commission, en plus du maire qui la préside, M. Philippe Moison et M. Jean-Luc Monsu. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 11. Désignation d'un représentant au sein de Moselle Fibre. Conformément au statut du syndicat, chaque membre adhérent désigne un représentant. Ces représentants se réunissent au sein d'un collège créé pour la désignation de leurs délégués au comité syndical. Le collège de représentants désigne un délégué par tranche de 100 collectivités. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur les modalités de vote, bulletin secret ou non, et à délibérer pour désigner M. Alexandre Arnaud comme représentant de la commune de Catteneuve au sein des instances de Moselle Fibre. Vous voulez voter à main levée ou à bulletin secret? Non. Écoutez, vous avez des questions là-dessus? On va passer au vote. Contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 12. Exercice du droit de préemption pour l'acquisition d'un bâtiment situé à Boucle d'Alsace-Lorraine à Cattenom-Zensich. Et je vais passer la parole à Alexandra. De toute façon, tu as l'écoute juste bonjour à tous. Oui, donc effectivement, la question, enfin, le point 12, c'est le droit de préemption pour l'acquisition du bâtiment situé à Boucle d'Alsace-Lorraine à Cattenom. Donc c'est une possibilité aujourd'hui d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle qui est actuellement mise en vente. On a été voir quelle était la parcelle, se rendre compte de ce qu'on pouvait en faire, et la proposition qui est faite aujourd'hui par rapport à deux projets qu'on a arbitrés déjà en interne au sein de notre conseil au niveau des adjoints, on a statué sur le fait de faire un droit de préemption pour cette parcelle, pour la transformer en maison,
en maison de quartier, pardon. Donc, la parcelle aujourd'hui est évaluée à 300 000 € et on aurait un projet de maison de quartier qui aujourd'hui, selon les premières estimations, serait sur 2,7 millions. Bien sûr, ce sera quelque chose qui sera à travailler et a priori, on devait avoir la présentation du plan potentiel de ce qui pouvait être fait en lieu et place actuellement sur la parcelle. Donc c'est une ébauche qui est relativement bien construite et qui fera l'objet effectivement très important encore un sous-groupe de travail côté de la responsabilité. Donc, si on laisse de côté tous les visas et les considérants sur la situation, sauf si vous voulez que je les lise les uns après les autres. Sinon, le conseil municipal est invité à délibérer pour exercer le droit de prévention urbain en vue d'acquérir le bien immobilier situé un boucle d'Alsace-Lorraine à Capelzenditch, cadastré section A, numéro 3809/6, libre de toute occupation ou location pour la réalisation d'une salle municipale permettant d'accueillir des événements festifs, associatifs et à destination des seigneurs du village. Donc, acquérir le bien par voie de prévention au titre de 300 000 €, conformément à la déclaration d'intention d'aliéner qui est à numéro 2026-08, réceptionnée par la commune de Capelin, donc le 11 février 2026, et à la valeur vénale fixée par la direction de l'immobilier de l'État. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document, acte administratif ou notarié, arrêté, décision et courrier nécessaire à la réalisation de cette opération d'acquisition. Dire que la présente délibération sera notifiée au propriétaire selon les indications mentionnées dans la déclaration d'intention d'aliéner et à la SCP Olivier Laurent et Natacha Petit en tant que notaire et mandataire de la vente. Et préciser que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité. Merci. Sur ce point, M. Fischer a déposé une question au préalable. Je vous remercie. Donc, je la lis. Je peux expliquer Oui. à l'Assemblée. En fait, le projet de création de Alsace-Lorraine, le groupe ne va pas s'opposer au dossier. C'est parti du programme. C'est noté. Alors, j'ai déjà le note de synthèse. Ma question, c'était au niveau de vu qu'il y a un plan graphique qui est le genre de projet qui sert, je présume, à stabiliser la situation de la municipalité pour montrer le concret du dossier. La question, c'est de savoir si on pourra quand même réinterroger le programme de travaux suivant les usages de la commune en matière extrascolaire, périscolaire, le fonctionnement associatif et éventuellement sportif. J'ouvre des portes au conseil et au groupe de travail de le refermer directement. Voir aussi les conditions de fonctionnement. On va créer une salle associative en plein cœur d'un village avec des riverains autour. Comment on va gérer aussi la nuisance que ça peut générer, ça peut vite même dégénérer. Voilà, je souhaitais savoir si on va insérer un plan pour stabiliser la absorption et libre un groupe de travail au conseil de travailler ou pas, ou est-ce que c'est déjà sur les rouges d'un projet qui est déjà bien structuré? Merci pour la question. En fait, il y avait une urgence. Une urgence, il fallait présenter avant. Je sais que il faut que ce soit notifié dans une semaine. Donc, le choix, en fait, nos deux listes, pardon, en fait, avec le même projet sans la et je pense qu'il ne faut pas laisser passer cette occasion parce que le projet actuel, parce qu'il y a déjà un promoteur dessus, est de 20 logements. Donc 20 logements, beaucoup d'Alsace, ça fait déjà beaucoup de voitures, beaucoup de circulation. En fait, cette fonction a deux objets. Un objet pour éviter qu'il y ait trop de choses en même temps, et puis le deuxième, voilà, c'est le projet qu'on avait tous, mais effectivement, à ce stade, il ne s'agit pas que de la décision de préempter. Donc, tout en définissant un objet précis, la réalisation d'une salle municipale à Zentich, le plan joint à la présente délibération n'est qu'une ébauche de travail.
Donc, il y a un groupe de travail qui va travailler là-dessus. Hein, donc, mais je pense qu'il était quand même urgent de faire quelque chose. Donc, au moins, on aura sauvé, si ça marche, parce que là, on va sûrement avoir des recours. Hein, le promoteur, il ne va pas se laisser faire. Mais on est là aussi, on est élu pour ne pas aussi se laisser faire. Donc, parce qu'on a vu que certains projets où on est déjà saturé dans les quartiers parce que les promoteurs ont construit. Donc, voilà. Donc le groupe de travail relatif à l'aménagement du territoire et au projet sera amené à travailler sur tous ces aspects. Donc vous serez associés à ce travail. Donc, voilà. Donc c'était une urgence. Y a-t-il d'autres questions? Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie infiniment. Alors, le point 13, en fait, pour faire tout ça, on a quand même besoin de faire une décision modificative. Et je passe la parole à Katia. En effet, décision modificative numéro 1. Alors, c'est un acte juridique qui permet d'ajuster le budget en cours d'année, en dépenses de fonctionnement et en dépenses de recettes d'investissement. Cette DM est équilibrée entre les dépenses et les recettes. On vous détaille en dépenses de fonctionnement, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous dire les principaux quand même. La réaffectation de la somme de 13 600 € initialement prévue au titre de la majoration des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, au financement d'actions d'animation de la vie locale et au soutien d'œuvres caritatives. Le conseil municipal ayant renoncé à cette majoration. Diminution de 13 600 € du compte fourniture de petits équipements. En dépenses et recettes d'investissement, on va retrouver dans les plus importants l'annulation des travaux de rénovation de la voie verte entre deux étangs pour un montant de 33 405 €, l'inscription de 40 000 € pour la réalisation d'un carport et travaux annexes de préparation au bâtiment de gendarmerie, inscription de 300 000 € pour l'acquisition d'un bien immobilier à Zelsich dont Alexandre vous a parlé, inscription de 300 000 € pour la réalisation des études relatives au remplacement de la bulle de tennis, inscription de 70 000 € pour l'acquisition d'un véhicule de type crafter équipé d'un système en pyrrole. Nous avons d'autres inscriptions, après vous retrouvez en haut tableau le détail de toutes ces modifications pour avoir une DM qui est équilibrée en fin de tableau. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire et comptable applicable, vu le budget primitif du budget principal de l'exercice 2026, considérant la nécessité d'ajuster les crédits ouverts afin de tenir compte des besoins de fonctionnement et d'investissement de la commune, dès lors, le conseil municipal est invité à délibérer pour décider de modifier les prévisions budgétaires au titre de l'exercice 2026 du budget principal comme suit. Donc, c'est le tableau qui est détaillé. Merci Katia. Sur ce point, M. Fischer a déposé une question au préalable. Je vous remercie. Je la lis ou je... Oui, c'est relatif aux études de restructuration du collège, oui. Voilà. Qui est attaché au collège. D'accord, ok. L'origine de ce rapport. Ok, là, je vais vous donner une réponse. La totalité des crédits budgétés cette année pour le gymnase n'est pas supprimée. Elle est simplement réduite. En effet, nous avons rencontré M. Meunier, le directeur général de la SPL, Moselle Construction Durable, à propos de ce projet, et il s'avère que le retard pris dans le lancement des constructions ne rend pas nécessaire l'utilisation de la totalité de l'enveloppe qui était prévue, qui était de 500 000 €.
conformément au phasage établi par la SPL, nous retirons 126 500 pour pouvoir les réaffecter ailleurs. Donc le projet est pour l'instant en stand-by. Donc on rencontre bientôt le président du département pour savoir où on va. Donc le groupe des travaux va travailler sur ce projet. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres précisions. On parle de report ou de retard? De la part du département. C'est inédit ce collège gymnase. Mon sourire va quand même. Disons que c'est juste un léger retard. Donc, ce qu'il y a, c'est que le projet, en fait, si vous voulez, le collège et le gymnase sont dans le même marché. Donc, et voilà, on s'est quand même rendu compte que, et même M. Meunier nous l'a dit, vous risquez au bout, sur les deux lots, d'avoir soit un beau collège, soit un beau gymnase. Donc, ça veut dire que si on a un beau collège, on a un gymnase un peu moins bien. Et puis, dans la discussion, en fait, le collège qu'on aura, ce sera une copie d'un autre collège du coin. Donc, l'emplacement, en fait, l'orientation du collège n'est pas terrible à mon sens. Je ne sais pas si peut-être passer la parole à Alexandre. Je reprends juste rapidement. Effectivement, on a déjà échangé avec M. Mouet sur le sujet et les présentations qui ont été faites. Et aujourd'hui, effectivement, on n'a pas trop notre mot à dire sur le collège, puisque le collège est la responsabilité du département. Donc, ça, effectivement, c'est une proposition. Par contre, la proposition qui est faite aujourd'hui de l'emplacement sur la parcelle du collège, aujourd'hui, par rapport à notre projet communal, ne nous satisfait pas pleinement. Donc, on aurait aimé travailler sur ce sujet-là. Et effectivement, comme l'a évoqué M. le maire, sur le gymnase qui est proposé, en fait, le gymnase aujourd'hui ne correspond pas aux attentes du village. Donc par rapport à ça, et le fait qu'effectivement ils nous ont mis des décisions auraient déjà dû être prises avec la mandature précédente, et puis il y a eu un décalage du fait des élections ou autres, donc à juste titre, aujourd'hui ça revient chez nous. Mais le temps de prendre les décisions, d'instruire, aujourd'hui, est un petit peu difficile par rapport à la proposition temporelle du département pour faire les travaux. Donc par rapport à ça, comme on a quand même envie de construire ce qu'on souhaite et avoir le résultat qu'on attend sur le village, peut-être qu'on va voir pour savoir s'il y a moyen d'avoir un report ou un décalage, puisqu'en fait le département a d'autres collèges à construire. Et donc potentiellement, il pourrait y avoir un arbitrage de la part du département, sinon on décide d'aller un peu plus loin dans notre réserve et dans notre recherche de solutions pour avoir ce qu'on veut pour le village et pas ce qu'on nous impose. Si je comprends bien, c'est une décision de la municipalité de reporter les études pour le faire correspondre à... Alors aujourd'hui, c'est pas une décision actée, aujourd'hui c'est toujours en réflexion, puisqu'il n'y a rien d'acté. En fait, pour l'instant, on a rencontré, on a eu une présentation des choses. Maintenant, il faut aller au bout en fait, déjà de cette instruction-là et voir quelle latitude en fait, on a sur la proposition qui nous est faite. S'il n'y a pas de latitude, normalement, on sera contraint, on partagera avec tout le monde. Si par contre il y a des latitudes, là, à mon avis, il faut les saisir, parce que c'est pas forcément un très gros décalage, mais par contre, ça nous permettrait d'avoir ce qu'on veut, comme on le veut, vis-à-vis des projets d'aménagement de la commune. Juste une toute petite précision sur le report aussi. Il est en partie justifié aussi par le fait que le département et la SPL est quelque peu mis en stand-by avant les élections. Le projet, en attendant de rencontrer les nouveaux élus pour avancer sur le projet. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc ça décale un peu le phasage initial et donc l'enveloppe qui était prévue pour cette année. D'autres questions? Oui. J'ai juste une réflexion par rapport au projet à Zenzich. On a vu dans les documents qu'a priori les droits de pension avaient, au moins la DIA avait été reçue en mairie au mois de février, donc la précédente mandature. On nous a fait voter un budget début mars et je trouve ça un peu drôle que malgré tout l'ancienne municipalité n'ait pas prévu d'argent pour acheter le bâtiment à Zenzich.
alors qu'ils en avaient la connaissance. Voilà, je trouve ça un peu long. Juste une réflexion. Voilà. Alors, je me permets juste de ce que j'en sais, l'idée du budget avant la mandature, le choix des élus avait été fait de ne pas ajouter de nouveaux projets avant les élections, mais permettre un budget qui permette d'assurer une continuité et libre ensuite à l'équipe nouvellement élue d'en redéfinir les contours ou d'ajouter des projets. Donc voilà, il y avait eu cette volonté de ce que j'en sais, de ne pas ajouter de projets nouveaux juste avant les élections. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 14, attribution de subventions à l'association des Cadeaux. Et je passe la parole à Amélie. Bonsoir. Attribution de subvention à l'association Les Quatre Mômes. Pour l'année 2026, l'association Les Quatre Mômes sollicite une subvention à hauteur de 373 617 € pour assurer les missions suivantes: accueil périscolaire, mercredi récréatif, accueil de loisirs et le club ado. Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2022 approuvant la convention entre la commune de Cattenom et l'association Les Quatre Mômes, vu la convention entre la commune de Cattenom et l'association Les Quatre Mômes, vu le budget prévisionnel de subvention de l'association pour l'année 2026, dès lors le conseil municipal est invité à délibérer pour valider la subvention 2026 versée à l'association Les Quatre Mômes à hauteur de 373 617 €, préciser que les crédits sont inscrits au BP communal. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au vote là. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 15. Ça, c'est un point administratif qui n'a aucun impact financier, c'est juste une régularisation pour mettre à jour les grades et filières des agents effectivement présents dans la collectivité. Donc, je vous passe toute cette affaire-là et donc, dès lors, le conseil municipal est invité à délibérer pour modifier la délibération du 20 mai 2011 comme suit: décider l'attribution de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires au bénéfice des agents ci-dessous. Dans la filière administrative, les adjoints administratifs, adjoint administratif principal première classe, deuxième classe, rédacteur principal de seconde classe. Dans les filières techniques, adjoint technique principal de première classe, de seconde classe, agent de maîtrise principal, technicien principal de première classe. En ce qui concerne la filière médico-sociale, l'agent spécialisé principal de première classe des écoles maternelles. La filière culturelle, l'adjoint du patrimoine, l'assistant de conservation du patrimoine de première classe. Pour la filière de police municipale, brigadier chef principal de police municipale. Pour la filière animation, adjoint territorial d'animation, adjoint d'animation principale de première classe. Vous voulez peut-être préciser quelque chose? Il y a rien de... Juste une petite précision pour le principe, du coup. Effectivement, ça, on doit délibérer pour fixer les agents établir quels agents, quel grade d'agents peuvent bénéficier d'heures supplémentaires. Parce que les agents, quand ils font des heures en dehors du temps de travail, peuvent soit les récupérer, ce qui est la grande majorité des cas, soit la valoriser en heures supplémentaires. Donc à ce stade, on n'est vraiment que sur une régularisation administrative qu'on a travaillé avec la nouvelle responsable ressources humaines pour mettre un peu d'ordre dans
l'ancienne délibération, avec des agents qui sont arrivés depuis, d'autres qui sont partis, des grades qui n'existent plus, d'autres à rajouter. Voilà. Des commentaires? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 16, donc suite au contrôle de la CRC. C'est un contrôle groupé sur les 15 communes frontalières du Luxembourg. Je vais peut-être laisser Simon nous faire un petit commentaire. Je prends la parole. Effectivement, la CRC, donc la Chambre régionale des comptes, a ouvert un contrôle coordonné auprès de 15 communes transfrontalières. Donc ils appellent ça contrôle coordonné, c'est pas vraiment un contrôle de gestion, hein, c'est un audit de l'impact du fait transfrontalier sur les finances locales à l'échelle d'un échantillon de 15 communes dont faisait partie Catnum. Donc voilà, ils ont rendu leur rapport, on a eu le définitif en décembre pendant la période de réserve électorale. Donc avec la précision qu'il fallait attendre les élections pour présenter le rapport d'observation définitive. Donc c'est fait aujourd'hui. Ce qui ressort du rapport, les principaux enjeux, c'est que sur ces communes, il y a une demande d'adaptation de l'offre de service public du fait frontalier, parce que les gens, les travailleurs frontaliers partent tôt le matin, rentrent tard le soir, donc forcément sur l'ouverture des services, ils ont certaines attentes et une certaine aussi exigence, des difficultés de recrutement de personnel avec l'attractivité du Luxembourg à proximité, une hausse des prix de l'immobilier et du foncier dans les communes concernées et une saturation des axes de transport. Donc ça, c'est un peu les enjeux qu'ils ont identifiés en commun sur toutes ces communes, en précisant finalement que l'impact financier, ils n'étaient pas en mesure à ce stade de chiffrer l'impact financier du fait frontalier sur les communes concernées. C'est-à-dire on sait qu'il y a des enjeux, par contre à l'étude des budgets locaux, des comptes financiers uniques, des comptes administratifs de chaque commune, on ne voit pas apparaître clairement d'impact direct ou de différence avec d'autres communes. Donc c'est un peu l'aspect contradictoire et sur lequel ils nous ont dit qu'ils allaient encore travailler pour voir où cet impact pouvait être mesuré. Merci Simon, en fait, ils ont juste vu ce qu'on voit tous les jours. Vous, ce qu'on vit tous les jours avec les axes saturés, les soucis d'amplitude sur les pays scolaires. Donc ils n'ont pas encore, je pense que bientôt ils vont trouver sur le budget, mettre une ligne budgétaire qui corresponde à ça. Donc c'est flou, donc on ne sait pas. Et à savoir que concernant les besoins en logement, il est précisé que Catnum est concerné par la zone de sûreté nucléaire et donc limité en termes d'urbanisation et d'extension démographique. Donc voilà, c'est un rapport, je dirais que c'est bon pour quelqu'un qui habite dans le sud. Hein, donc, les gens qui habitent ici, c'est des choses qu'on vit à peu près tous les jours. Juste une remarque. Question. Juste une remarque sur le rapport, et je rebondis sur le point qu'on a voté précédemment sur la subvention du Catnum. Le rapport, il aligne en tout cas la proposition de périscolaire au niveau des différentes communes. On s'aperçoit que sur 8, les accueils sont beaucoup plus étendus que l'offre actuelle sur Catnum. Si on veut éviter que notre village se transforme en secteur 3 et que les parents amènent leurs enfants directement à l'école, comme ils le font déjà avec les solutions de crèche, qui l'offre au Luxembourg est vraiment très densifiée, on pourrait presque se retrouver à des enfants qui pourraient être scolarisés à Montagne, par exemple, où déjà le lycée est déjà rempli de zones frontalières. En tout cas, le sujet mérite d'être réfléchi au niveau de l'association sur les conditions d'accueil des enfants pour tous les parents qui sont résidents de la commune, qui sont frontaliers. Merci, c'est une question qui mérite d'être posée au point précédent. On est tout à fait aligné sur ce. C'est un sujet. Donc la commission qui s'occupe du périscolaire
va quand même avoir beaucoup de travail. Vous savez très bien que l'association est souveraine, hein, donc la commune y siège, elle n'a pas le droit de vote, elle a juste le droit de donner la subvention. Donc, mais cette commission a quand même un peu de travail pour voir ce qu'on. Puisque de toute façon, la convention arrive à terme fin août. Donc j'ai décidé de prolonger d'un an, histoire de. Aussi, j'ai eu quand même quelques échos du sous-préfet me disant que faut quand même faire attention. On donne une subvention aussi élevée, on rentre tout de suite dans les seuils de marché. Donc, on est à 400 000 € par an. Et les seuils de marché, ça va très vite parce que les seuils, ça se compte en année, 3 ans, 5 ans, donc on est tout de suite à 2 millions. Donc pour l'instant, concernant la périscolaire, c'est pas qu'il ferme les yeux, mais il faut quand même se poser des questions. Donc, il est hors de question de fermer le périscolaire, que les choses soient claires. Mais en tant que responsable, nous, élus, on doit quand même réfléchir au sein de cette commission, de ce groupe de travail, de manière très très ouverte. La commission doit quand même travailler dans la confidentialité jusqu'à ce qu'une solution soit ou pas trouvée. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et moi je m'engage quand même à travailler sur ce sujet-là. Donc on entend de partout, tous les jours, on reçoit des mails, on essaie d'expliquer concrètement que voilà, même si par exemple la même structure, dans le village à côté, c'est 18h30, et là on est à 18h. Après derrière on a quand même la règle de la CAF, la PMI, qui parle d'amplitude, donc il ne peut pas laisser un gamin plus de 12 heures dans la structure. 11 heures. J'aurais le fait. Hein? J'aurais le fait. Mais tout à fait, on a été plusieurs à siéger au CAPOM ici, on sait que c'est un vrai sujet. Après, je ne vous cache pas, j'ai reçu les CAPOM la semaine dernière. En fait, ils sont aussi dans leur fonctionnement, dans leur gestion. Et puis à la question, oui, mais on entend, mais quand on fait des assemblées générales, il n'y a personne. Donc il n'y a personne qui vient nous dire, oui, donc c'est aussi un vrai sujet. Les gens, ils veulent des choses, mais il faut qu'ils y aillent. Voilà. Mais c'est plus longtemps, mais voilà, je pense qu'il faudrait à la prochaine AG que les sociétés, voilà, les adhérents, parce qu'ils sont quand même souverains, donc ils peuvent peut-être demander à changer peut-être des choses. Mais nous, en tant que commune, on n'a pas le droit de. C'est très bizarre. On a le droit de donner de l'argent, on donne un papier avec voilà dessus, nous nous foutons encore et temps, et par convention, on est tenu de donner l'argent. Donc on donne parce que au final, il y a quand même des enfants et aussi des salariés. Et je pense que pour l'instant, le périscolaire n'a rien à craindre de la commune. Mais il faudra travailler dessus. Donc la commission doit travailler. Si elle doit se faire aider par un cabinet externe, la collectivité peut aller dans des travaux, mais il faut qu'on sorte avec quelque chose de satisfasse un peu tout le monde. Est-ce que sur ce rapport, c'est un. Vous avez encore des questions? En fait, c'est un bon acte. Il n'y a pas de. Il est 20h09, donc le conseil est terminé. Et avant de terminer, on parlait de commission de travaux. Je souhaite que Mme Chibi soit membre honoraire de cette commission de travaux.
Voilà. Et je vous remercie, puis si vous voulez bien, on partage le verre de l'amitié. Et le prochain conseil, c'est le 25 juin. Et si c'est possible pour vous, à 17h, 17h30, parce qu'à la suite, en fait, les membres du conseil vous invitent sur leur propre denier à partager un moment convivial.